Bonsoir, bienvenue à l'Estive, scène nationale de Foyer de l'Ariège, pour ce rendez-vous des passagers du livre, ce soir avec Guillaume Sire et son roman Les Contreforts. Merci à vous tous d'être là. Astrid Catala qui conduit, qui prépare, qui conçoit et qui conduit ces rendez-vous, qui sont également en partenariat avec la librairie Sûre, avec Isabelle Rieux-Davetz, qui est là pour la vente des livres après cet échange avec Guillaume Sire. Et ce rendez-vous est également en partenariat avec la médiathèque de Foix-Varilhes, Occitanie Livre et Lecture et L'Œil du Souffleur. Je vous souhaite un bon rendez-vous. Merci. Guillaume Sire, vous êtes né à Toulouse le 27 juin 1985. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse 1 Capitole, co-responsable de l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, Institut de droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la communication, chercheur associé au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias et romancier. Vous enseignez, vous écrivez des dizaines d'articles pour des revues, des ouvrages collectifs, des colloques, des conférences et des psaumes et des poèmes. Vous vous intéressez au monde numérique, aux réseaux sociaux, aux territoires, qu'ils soient virtuels ou agricoles. Vous abordez la question de Dieu et celle du diable, vous interrogez la notion du temps, de l'histoire, de la mémoire, mais aussi celle du marché, de l'économie et des médias. Votre CV est si long que nous avons du mal à croire que vous dormez suffisamment et que vous êtes né en 1985. Doté de curiosité et d'énergie débordante, vous voyagez entre les langues concrètes et les langues divines, observant les choses de la terre comme celles du ciel. Vous commentez la Genèse, vous partagez vos avis sur Michel Houellebecq, René Girard, Philippe Solers via le blog que vous alimentez régulièrement. Et depuis la publication de votre premier roman, Les Confessions d'un funambule aux éditions de la Table Ronde, âgé d'à peine une vingtaine d'années, vous vous promenez au milieu des foules et des algorithmes en vous accommodant fort bien des contrastes, usant tour à tour de la langue romanesque ou du langage scientifique. Vous rédigez sans cesse, préférant un genre à un autre en fonction des observations que vous faites du monde, et ce qui se dégage de tous ces écrits, c'est votre désir d'analyser, de disséquer, de comprendre et dans le même temps, de vous frotter aux limites du compréhensible, de l'explicable, du rationnel. Guillaume Sire, vos écrits romanesques ont reçu de nombreux prix. Au concours de l'Académie des Jeux Floraux pour les poèmes L'amour est une impression et Nymphéa, le prix Orange du livre pour Avant la longue flamme rouge, le prix Midi pour le roman Les Contreforts, paru chez Calman Lévy, ouvrage pour lequel nous vous avons invité aujourd'hui. Dans vos romans, cette chose similaire peut-être. La façon dont vous convoquez tout autant en vous que chez vos personnages les mondes imaginaires, les royaumes invisibles, intérieurs, histoire d'intérieur, intérieur d'un pays, intérieur d'un écran, intérieur d'une école, intérieur d'un château, intérieur d'une famille. Le monde du dedans et le monde du dehors forment une sorte de tout insécable. Et ainsi, dans vos écritures, ce tout opère et devient alors votre signature. Bonjour Guillaume Sire. Bonsoir, merci pour cette présentation qui me gêne presque. J'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre, mais tellement c'est plein de louanges, mais c'est quand même bien moi, oui. Merci. Alors pour entrer dans le roman Les Contreforts, je vais vous lire l'épilogue. Tout le monde peut y aller. Il suffit de se rendre à Palaja, près de Carcassonne, et de suivre, derrière le nouveau cimetière, le chemin de Mourafé. Vous verrez les chênes verts. Vous entendrez le vent dans les genêts. Vous aurez sur les yeux une pellicule de poussière. Marchez vers Montahut et derrière les crêtes rocheuses, enfoncez-vous par les plateaux d'herbes jaunes. Avec un peu de chance, vous découvrirez ce labyrinthe dont les pierres noires ont été mélangées depuis le temps à la terre, ravagées par les arbres épineux et par des sangliers de plus en plus féroces et nombreux. Alors, vous aurez peut-être, comme je l'ai eu moi-même, l'impression d'avoir compris, mais d'avoir aussitôt oublié ce qu'était, au juste, Logos, et ce qu'elle voulait.
On rentre dans le roman par l'épilogue parce que tout de suite, ça met en scène et ça met en place des terres, un château, une famille, des testa secca, tête maigre, tête dure, même peut-être on pourrait dire. D'origine italienne, ce nom, c'est fait exprès? Ce sont des gens qui existent. Enfin, j'ai connu bien des testa secca et comme je les connaissais dans mon enfance, et qu'effectivement ce nom de famille veut dire tête sèche. J'ai toujours trouvé que c'était un nom romanesque, héroïque, en même temps enfantin, enfin que j'ai voulu reprendre, que je voulais reprendre un jour et que j'ai voulu reprendre en particulier pour cette histoire parce qu'il représentait bien et ce pays et ses habitants qui ont tous les deux la tête sèche. Et ce château de Mourafé est précisément sur des terres que vous connaissez, les terres de votre enfance. Les terres de votre enfance. Et c'est un livre qui, évidemment, nous plonge dès le départ, et même jusqu'au bout, dans ce royaume de l'enfance. Je parlais tout à l'heure de royaume, à la fois parce que ça renvoie à ce que les enfants se racontent, et j'imagine encore plus quand ils habitent, ou quand ils imaginent, ou qui découvrent un château, qui sont en ruine ou pas. C'est la terre de votre enfance, c'est quelque chose qui a résonné depuis longtemps, et vous aviez envie d'écrire sur ces terres-là, parce que c'était les terres de votre enfance. Alors oui, tout existe sauf le château, mais le lieu, le chemin dont vous avez parlé existe, la topographie existe. Et ce que je voulais faire avec ce roman, c'était plutôt que de raconter mes vacances, vous voyez, plutôt que de raconter mon enfance. Donc quand j'étais enfant, j'allais dans une bergerie pendant tout l'été, tous les étés, où mon oncle et ma tante nous accueillaient tous les cousins. Donc ça nous paraissait normal parce que c'était chaque année la même chose. On était quand même une vingtaine dans une bergerie où il n'y avait ni électricité ni eau. Oh bah ici c'est très courant. Et justement, l'eau ne courait pas là pour le coup. Et on vivait là un peu comme des sauvages dans cette bergerie, dans des vacances qui s'étendaient comme ça dans les Corbières. Et raconter ça, quand je vous dis ça, c'est très personnel. Et c'est un peu court. Alors que en faire un roman avec une sensation, un goût, un parfum, que je réussis. Mon but était de réussir à communiquer quelque chose qui nous a tous appartenu. C'est-à-dire que d'abord, quand on est enfant et qu'on part en vacances quelque part, quelle que soit la taille de la maison dans laquelle on se trouve, c'est un château. On imagine des passages secrets, on cherche un trésor, tout est mystérieux. Donc d'abord, il y a cette sensation-là. Et ce château, c'est ce qu'il représente. Et ensuite, il y a aussi la sensation, dès le départ des vacances, que ça ne va pas durer. Et pourtant, il y a une sensation de temps long, mais malgré tout, et on le retrouve très bien d'ailleurs dans les autres qui ont parlé de leurs vacances, enfin le château de ma mère, voilà, malgré tout, on sent que ça va passer, que le temps va passer, que ces cousins-là, un jour, partiront chacun de leur côté, que ces vacances se termineront, qu'il faudra retourner à l'école, que cette grande aventure, pour être une grande aventure, doit avoir une fin programmée. Donc il y a quelque chose de tragique dans l'enfance, dans ces moments de vacances. Quelque chose de dangereux aussi. La nature est volontiers inquiétante parce que c'est ça qui fournit aussi la matière à nos aventures. C'est de s'inquiéter face à la nature, de se demander qu'est-ce que c'était que ce bruit-là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je voulais, plutôt que raconter mes vacances, raconter un roman qui se passerait sur le lieu de mes vacances, mais qui ferait ressentir à chaque lecteur cette urgence, ce temps menacé, ce mystère, cette aventure-là, c'est le lui rappeler dans sa peau, quoi, jusque dans sa chair par les sens, et non pas simplement par un témoignage qui, sous prétexte d'intimité, le témoignage, tiens, regarde, je te raconte ma vie, en réalité vous met à distance parce qu'il vous dit tout de suite, je te raconte ma vie qui n'est pas la tienne et qui pour cette raison-là peut-être t'intéresse. Moi je voulais faire l'inverse, je vais te raconter une histoire qui n'est ni la mienne ni la tienne, mais allons-y ensemble et dans cette histoire-là retrouvons ce qui est à toi et à moi, ce qui nous est commun à tous les deux, et retrouvons-nous dans ce château ensemble, défendons-le puisqu'il est menacé, il s'effondre, protégeons-le autant que possible, même si on sait que cette histoire se terminera puisque les vacances, tôt ou tard, se finissent.
Eh bien, peut-être qu'on va pouvoir vous faire lire, suite à ce que vous venez de dire, la page 193 jusqu'à la page 196. Comme ça, on va rentrer au plus près de cette famille. Donc, ce château abrite le père, Léon, la mère, Diane, la fille, Clémence, et le fils, Pierre. C'est un château fort, hein. C'est pas du tout un château de la Renaissance, c'est un château très sombre et qui s'effondre. Et qui est fait de rapiècements rajoutés pendant les époques, à différentes époques, et qui représente là aussi la famille. Donc ils sont 4, vous venez de le dire, et ils sont très différents les uns des autres. Et ils se disent aussi que ce lieu dans lequel ils vivent ensemble, le jour où ils l'auront plus, or normalement ils sont dépossédés, c'est-à-dire que l'État leur dit ce n'est plus à vous, et puis de toute façon il va vous tomber dessus, donc il faut que vous le quittiez. Eh bien, ils se quitteront aussi les uns les autres, et peut-être que leur famille n'aura plus de sens. Peut-être que tout ça tient, faire tenir le château, c'est tenir ensemble. Donc, voilà cet extrait pour vous présenter ces différents protagonistes. 7 heures du matin, le château est calme. Clémence, cette nuit, a dormi sous le galbe d'acier d'Hyper-Electreion. Quand elle ne trouve pas le sommeil dans sa cellule du 3e étage, elle se couche sous le tracteur gigantesque et s'endort en un rien de temps, persuadé qu'il ne pourra rien lui arriver. Pierre quitte le château avec Bendico pour relever les collets et tirer des chevreuils s'il en croise, quand une vision d'horreur l'arrête net. Les rosiers plantés au bout des rangées de vignes sont morts, et les fleurs ne sont plus que des balles de coton grisâtres piquées sur un entrelac de mikado. Hier encore, pourtant, ils fleurissaient. Les roses étaient joufflues, éclatantes de santé. Hier encore, elles scintillaient au milieu des grappes noires d'octobre. Mais ce matin, le tableau est abominable. Pierre découvre dans un rosier une mésange à l'agonie. L'oiseau remue, les épines s'enfoncent sous ses ailes. D'un coup de dent, Bendico l'achève. Les autres plantes, les arbousiers, les cyprès, les chênes verts, les prunelliers n'ont pas souffert. Seuls les rosiers sont morts, comme si Logos avait rompu une alliance dont ils étaient l'arche secrète. Le raisin pourri sur pied a attiré les mésanges et d'autres bêtes prises dans les branches sèches. Pierre voit des musaraignes martyrisées, des écureuils, des pies, des crapauds gélatineux, un blaireau gis transpercé comme un Saint-Christophe. Les chevreuils, en revanche, ne se sont pas fait avoir. L'automne est somptueux. Logos a revêtu ses plus beaux colliers, son parfum de tavelure licoreuse, ses parures nacrées, ses turbans de feu. Les tours du château paraissent à la fois plus nobles et plus ténébreuses, plus granitiques, moins malades. Et toute cette beauté ne serait que beauté s'il n'y avait ces animaux morts dans les rosiers et ce miel âcre dans l'air. Pierre a le goût de la treille corrompue et du sang frais dans la bouche. Le château est en train de mourir, il en est persuadé. Montahut s'éteint. Ce n'est pas le mildiou qui a tué les rosiers, mais l'incertitude, un déséquilibre dans les cycles. C'est le lointain administratif. Ce sont les formulaires impossibles à remplir. L'Union européenne, c'est la galerie numéro 5. Ce sont les raisins non vendangés. En sortant du château, Léon pousse une longue plainte lugubre. Pierre essaie de s'approcher, mais son père s'avance dans les vignes, comme s'il ne l'avait pas vu. Il ramasse les animaux au milieu des épines qui lui lacèrent les bras. Il cueille des grappes de la main droite et les fourre dans sa main gauche. Les gros grains explosent, le verjus se mêle au sang. Léon ressemble à un cerf avant la lalie, lorsque la bête se retourne pour affronter les chiens, abasourdie, démente, résignée et plus noble que jamais. Actéon. Les rosiers se brisent dans ses mains. Il voudrait sauver quelque chose, tout prendre, tout replacer. Pierre le poursuit. « Papa !» Le Minotaure s'est mis à rire. Il mange le raisin, l'écrase sur son visage, lèche le sang à ses poignets. Clémence arrive en courant. « Papa !» Mais Léon s'éloigne dans les vignes en poussant des cris de forcené. Diane sort enfin. Il finira par se calmer. Quelques heures plus tard, Léon s'enferme dans le bureau de la tour d'artillerie. Il n'en sort plus de la journée. Le lendemain, Pierre le trouve en train de boire son éternel café, calme, et pourtant quelque chose en lui est brisé, qui ne pourra jamais, il le sent, être réparé. Merci. Donc tout s'effondre. Alors on va parler de ce fameux logos. Donc c'est pas logos L-O-G-O-S, même si j'imagine quand même que voilà, il y a quelque chose qui... Enfin, c'est un double sens, quoi. Logos, c'est L-O-G-H-A-U-S. Et logos, synagrie sont des mots qu'on rencontre
très souvent dans ce roman, et qui renvoie à une mythologie païenne pyrénéenne, et même précisément quand même des pics des Corbières, si je me suis bien renseignée. Les Synagris seraient des sortes de démons invisibles, fées, sorcières, on ne sait pas trop. Et ça amène, en tout cas dès le départ, on entre dans une double dimension. Ce roman emprunte aussi au genre fantastique. Enfin, en tout cas, il frôle aussi ce genre-là. Il y a un peu de fantastique, il y a un peu d'incroyable dans ce livre, qui donne justement un aspect très, certes très proche des contes qu'on pourrait vraiment entendre pour enfants ou pour adultes, mais qui donne aussi un rapport très charnel, justement, très sensuel. Comme c'est extrêmement décrit, c'est ce que Isabelle disait tout à l'heure, d'ailleurs la libraire, il y a une précision du langage et du vocabulaire. On sent, on goûte, on saigne, enfin il y a une déclinaison des sensations dans ce livre, et cette petite chose-là qui l'entoure, qui est liée à ces âmes invisibles, donne une espèce de mélange tout à fait singulier. C'était pour vous lié justement à ces choses de l'enfance. Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose de cette langue-là. Eh bien, oui, mais je ne suis pas d'accord sur un mot. C'est-à-dire que ce n'est pas fantastique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Ça frôle. Alors voilà, il n'y a... mais vous allez voir pourquoi je vais défendre l'hypothèse réaliste. C'est que quand vous vivez seul dans un lieu désert et dans un château fort qui s'écroule et que le vent souffle dans les créneaux, siffle, les fantômes existent, ils existent à l'état réel de peur, c'est-à-dire qu'on est inquiet, on est tout le temps inquiété, et on sent bien qu'on se rappelle à quel point la vie, la nature autour, l'architecture par-dessus, tout ça est quand même mystérieux, tient à des structures mystérieuses. Le langage lui-même est cette structure mystérieuse. Vous savez qu'on a du mal à expliquer la grammaire qu'on appelle le génératif, c'est-à-dire d'où vient le langage, comment est-ce que qu'est-ce que c'est en réalité. Et donc, nous le rappelle sans cesse. Et les enfants savent ça, sentent ça, et ils le sentent, et ils ont peur. Et en devenant des adultes, parfois, on apprend à se défaire. Mais justement, moi, je trouve que il est là l'effort un peu fantastique de l'adulte. C'est cet effort fantastique, irréel, de ne plus avoir peur en faisant semblant de posséder le réel et de l'expliquer très bien. En réalité, il y a quand même lieu de s'inquiéter, de se demander ce qu'on fait là, ce qui se passe. Il y a donc un mystère, à l'état de mystère, qui en tant que tel est très réel, réaliste. Et évidemment, dans mes romans, c'est un des points communs des romans pourtant très différents que j'ai écrits, je veux pas oblitérer ce puits qui fait que quand on se couche le soir, parfois on est angoissé, on se demande ce qui se passe, et je veux lui donner des formes sensitives, des phrases, un langage. Donc oui, je le nomme, et je le fais exister comme frontière possible plutôt qu'avérée, quoi. Et c'est très important pour moi, parce que d'abord c'est comme ça que je vis. Et en plus, dans un roman, en particulier, là pour le coup, du point de vue technique, il y a toujours cette présence qui est celle de l'auteur. C'est qu'il y a quelqu'un, évidemment, le château n'existe pas, tout ça, ce sont des phrases quand même. Donc il y a quelqu'un qui parle. Et l'idée d'avoir une sorte de force mystérieuse, alors on ne la voit jamais, hein, ils disent, c'est juste que quand ils n'expliquent pas quelque chose, quand tout d'un coup il y a un orage qui n'était pas prévu, ils disent ça doit être Logos. Vous voyez, la superstition classique. Et en réalité, ce qu'ils appellent Logos, eux, eh bien c'est moi. C'est-à-dire que moi, je fais advenir les événements comme je veux les faire advenir. Je suis là et ils s'en rendent pas compte quelque part. Et donc, ça me permet d'être là sous forme de présence nébuleuse, sans jamais m'imposer non plus comme explication de quoi que ce soit, et ne jamais rentrer dans ce que je déteste dans le roman, qui serait une forme soit de discours, soit de morale. Je préfère apparaître avec ma cape de magicien qu'avec mon bâton de professeur, quoi. À la frontière. Alors justement, je vais lire un extrait qui raconte un petit peu ce que vous venez de dire. Et qui raconte Pierre, donc le fils.
Sur les pics des Corbières habitent des démons invisibles appelés synagries. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises et n'agissent pas à proprement parler, mais elles existent. Et quand un enfant disparaît, si elles ne sont pas coupables, elles n'y sont pas non plus pour rien. Elles n'ont pas avalé l'enfant, mais ne l'ont pas sauvé. Elles étaient là. Les synagries sont là depuis toujours, avec leurs yeux morbides et décilés. Certaines d'entre elles ont des noms. Celle du pic de Bugarache, par exemple, s'appelle Buragonia. Il paraît qu'elle attrape en plein vol les chauves-souris. On entend à minuit les craquements. Celle du mont Toche, Rumeka. Elle erre sous les étoiles, tenant au poing un crâne de panthère que lui a offert Hannibal. Celle de Montahut se nomme Logos. Les bergers prétendent qu'elle était là avant les premiers jours de la terre. Le destin de Pierre de Testaceca a été noué à celui de Logos, lors d'un épisode que personne dans la région n'a oublié. On répète cette histoire aux enfants pour les dissuader de sortir de chez eux quand d'immenses nuages s'approchent du col du Poteau. On leur décrit comment le jeune baron et la synagrie ont été soudés par l'éclair. « Reste à la maison si tu ne veux pas finir comme lui » ou « Ne vends pas, comme il l'a fait, ton âme à la synagrie » ou bien encore « Dehors, tu ne trouveras rien, mon garçon, à part la folie ». Un adolescent de Mons en a fait une bande dessinée, publiée en feuilleton dans la rubrique « Nos jeunes ont du talent » de la plateforme web du Midi Libre où elle est consultée plusieurs fois par jour. À l'âge de 11 ans, Pierre était déjà un chasseur averti. Il avait prévu ce jour-là de poser des collets pour attraper des hases dont les foies rôtis dans le vinaigre ont une texture de clémentine. L'orage menaçait. Les nuages planaient au-dessus de Montahut en grappes glaireuses. Léon annonça à la table du petit déjeuner « Interdiction de sortir aujourd'hui ». Puis se resservit une tasse de ce café translucide dans lequel il avait l'habitude de tremper une tranche de pain barbouillée de beurre et de pâte de coin gommeuse et ajouta cette phrase avec laquelle il est d'usage dans les Corbières de ponctuer pareille déclaration « ou bien gare à la synagrie ». Clémence obtempéra, mais Pierre sortit par la porte cochère de la 3e tour ouest sous les chenaux en calisson. Bendico fit quelques pas avec lui. Le vent s'était levé, électrique. Le chien posa sa truffe entre ses pattes. Pierre lui demanda d'avancer, mais Bendico fit demi-tour et alla prévenir Clémence. Alors ce Pierre, il va être à la frontière justement entre le monde réel et le monde fantastique. Et il est complètement, même si je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais quand même. Il s'agit de démons, d'êtres invisibles, d'âmes, de peur, et ça c'est très très bien écrit et mis en scène en effet. Et lui, on a l'impression qu'il est marqué par cette vie-là aussi, qu'il est complètement plein de cette double façon de voir le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde du dehors, le monde du dedans. Lui aussi, il est peut-être un peu à la frontière, non ? Eh bien, les gens le positionnent à la frontière. C'est-à-dire que lui n'en parle jamais. Il ne parle jamais des synagries. Ah non. Vous voyez que là, il n'en a pas peur, il y va quand même. C'est que non, lui, en fait, est tout à fait... à l'aise avec ça. Est à l'aise et n'en parle jamais. Hein. Mais comme il va survivre à cet incendie dans des conditions particulières, même si là, le suspense est total, les gens qui n'expliquent pas ni comment il est, parce qu'il est très sensible, très solitaire, il ne ressemble pas forcément au garçon du coin, et parce qu'il a survécu à cet incendie, les gens du coin vont se mettre à raconter qu'il a été sauvé et qu'il s'est marié avec la synagrie. Vous voyez le jeune du lycée qui lui est très intégré à la plateforme, là, qui fait une BD sur cette histoire de la synagrie. C'est-à-dire que c'est les gens du coin qui, pour expliquer l'étrangeté réelle de l'un d'eux, lui prêtent toute une légende, la prêtent aux synagries et en font une bonne excuse pour l'exclure. Ce qui est le cas classique du bouc émissaire, hein, qu'on exclut pour de bonnes raisons, souvent qu'on lie au fantastique tout en n'y croyant pas du tout, alors que lui-même ne aime pas trop qu'on lui en parle et n'a jamais peur de cette synagrie qu'il estime avoir jamais rencontrée. Enfin, il dit, c'est pas, j'ai eu de la chance de survivre à cet incendie où effectivement j'aurais dû mourir, et arrêtez vos délires, ça arrive la chance. Et forcément, vous voyez cette étrangeté, on veut la nommer, quoi. Donc c'est ça c'est ça les légendes. Ce type de légende sert à ça en fait. Il sert aux gens qui se veulent très rationalistes. Il leur sert à exclure ce qui n'est pas irréel mais étranger à leur mode de vie. Et ce jeune Pierre, qui est le plus jeune de la famille, qui est très solitaire et très sensible, beaucoup moins
beaucoup moins séduisant que sa grande sœur et qui en plus est le plus jeune, qui s'appelle Pierre, comme la pierre du château, comme qui est menacé de tout. C'est cette pierre-là qui risque d'être fendue, quoi, de s'effondrer, de brûler, et qu'on jetterait volontiers au feu de la Sinagrie. Et donc ce Pierre voue un amour infini et absolu à sa sœur, Clémence, que vous venez de citer. Alors Clémence, c'est une sorte de... d'énergie, justement quelque chose. Je sais, j'y ai cru comme quand on me raconte une histoire, mais ça n'existe pas. Est-ce que vous avez rencontré une Clémence? Ah oui, j'en ai. Donc Clémence, donc c'est la fille aînée. Elle tient la famille à bout de bras parce que c'est la suite. D'abord, c'est la génération suivante. Donc, son père, c'est une sorte de Cyrano de Bergerac qui gueule sur tout le monde, qui veut se bagarrer tout le temps, sans concession possible. Enfin, nous aimons tous infiniment Cyrano, qui est infiniment français, mais personne ne voudrait l'avoir ni comme mari, frère, cousin ou coloc. C'est quand même, il est insupportable. Vous voyez, c'est quelqu'un sans concession. Bon, Léon est comme ça. Sa femme Diane, qui essaye de gérer la propriété là. L'aime donc à la fois des convertis, c'est-à-dire elle n'a pas grandi là, elle l'a rejoint là, et elle l'accepte comme il est, elle ne le juge pas, alors qu'il est quand même très fatigant. Et ses enfants qui sont nés là, eh bien vous avez donc Pierre dont on a parlé, et la grande sœur, elle se dit je veux maintenir ça. Donc elle répare le château tout le temps elle-même, elle crée les étançons, les échafaudages, elle a construit elle-même, elle a bricolé son propre tracteur pour réussir à créer des ornières, vous voyez, d'écoulement des eaux de pluie, elle gère son petit frère, elle gère ses parents, elle gère les vignes, elle essaye de tenir ça et de trouver des solutions en se disant ça dépend de moi parce que papa est dingue. Maman l'aime trop pour être lucide, mon frère est trop sensible, moi je vais y arriver et je vais le faire, quoi. Donc c'est sans doute le personnage principal qui est très... et elle a des amis, elle n'est pas hors du monde du tout, elle, contrairement à son petit frère, elle a des amis dans le village, elle connaît elle sait comment tout ça fonctionne et elle pense que c'est possible de répercuter la folie de son père à la génération suivante, à condition de se battre pour et de tout faire pour que les vacances se terminent jamais. Bon, malgré tout, ça va être compliqué, mais il y aura... Je ne peux pas vous en dire plus, mais elle va réagir aussi à ce qui se passe. Et puis Cyrano de Bergerac, c'est très flatteur pour lui, mais en effet, il est insupportable. Cyrano aussi. Oui, je ne sais pas. Il était amoureux. Mais... il y avait vraiment quelque chose qui est posé aussi de l'ordre de la famille. En tout cas, on sent que la famille, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour chacun des protagonistes. Mais tout de même, j'ai la sensation que chaque personnage, y compris évidemment sa femme, Diane, les enfants sont dans le sillage du désir du père et de sa folie. Et cette folie-là, ça c'est le côté un petit peu plus noir, en tout cas un petit peu plus sourd. Moi, c'est comme ça que je l'ai aussi perçu. De fait, chaque membre de la famille est soumis au Minotaure. Vous l'appelez le Minotaure, d'ailleurs. Il y a comme quelque chose de l'ordre du désir, en tout cas des autres membres de la famille, qui ne peuvent pas advenir ou ne peuvent pas forcément se réaliser tant que le père est vivant, parce que le père décide que de toute façon ça ne changera pas, qu'il faut sauver le château, qu'il faut poursuivre et continuer, et il entraîne toute la famille dans cette bagarre, dans cette bataille, digne des grandes tragédies. En effet, on a des scènes hallucinantes avec le tracteur justement de Clémence qui vient défendre le château, comme dans les contes vraiment pour enfants, ou comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment des scènes gigantesque, et c'est quand même ça aussi qui ressort, c'est-à-dire à quel point tous les autres dans cette famille, en tout cas, n'ont pas spécialement leur mot à dire, et même surenchérissent le mot du père, c'est-à-dire qu'ils vont aller presque au-delà du désir du père. Et le père lui-même doit porter son château sur les épaules, c'est-à-dire que le père, lui, ses parents sont morts, mais lui-même est soumis à la génération précédente. En fait, c'est l'histoire... Il y a un très beau mot en botanique dont on a un peu oublié la définition et même le mot, qui est le mot « il », H-I-L-E. Pourtant, nous en avons tous un, car nous avons notre nombril. En botanique, le « il », vous savez, sur un grain de blé, c'est la cicatrice, c'est-à-dire c'est la trace de l'épi qui a porté le grain. Et donc nous avons tous un nombril, c'est-à-dire que nous avons tous une trace de l'épi qui nous a porté, qui est notre mère. Et en fait...
il y a une violence, donc c'est aussi la trace d'une violence, c'est une cicatrice. Et le nihiliste, c'est pas celui qui refuse qu'un Dieu l'ait créé, c'est aussi celui qui refuse de venir d'un pays, de venir d'une famille, de venir d'un endroit, d'être dans la continuité de cet endroit et de porter la marque de cette blessure. C'est celui qui refuse le « il ». Et mon roman, tous ces personnages qui, comme vous le dites, sont soumis à cette blessure-là, à la mémoire de cette blessure. Ils veulent porter leur « il ». Ce sont l'inverse de nihiliste, en fait. C'est l'histoire de gens qui combattent contre le nihilisme en disant « je vais porter cette histoire-là que j'ai pas choisie », parce que personne n'a choisi l'endroit où il est né, la famille où il est né, et le fardeau que ça peut être. Ça peut être une joie et un fardeau en même temps, c'est pas antagoniste. Et je voulais écrire un roman là-dessus, car je crois qu'être fidèle à ceux-là que nous n'avons pas choisis et dont nous provenons, il y a une violence dans cette fidélité qu'aujourd'hui on récuse volontiers au nom de son propre individu, de ses propres désirs personnels. Et là, je voulais montrer le combat contre le nihilisme de ces gens-là. Donc c'est ce que vous dites quand vous dites ils se soumettent à ça, mais ils veulent aussi le transmuter, le faire leur sans le dévoyer, le traduire sans le trahir, vous voyez. Et c'est ça mon histoire. Et le Minotaure, moi j'aime infiniment le Minotaure. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage, Léon, de l'appeler le Minotaure, parce que le Minotaure n'a pas choisi de naître. Sa mère avait un désir personnel de saillie avec un taureau, étrange désir. Elle a demandé à un ingénieur d'Édale de lui construire une vache de bois qui a rendu la saillie possible. Et le voilà, cet enfant qui naît, Astérion d'ailleurs, il s'appelle, c'est pas ça son vrai nom. Le voilà, le Minotaure. Mais il n'a pas choisi de vivre. Mais il est là avec cet héritage terrible qui lui fait cette gueule-là assez unique en Crète à ce moment-là. Et alors, les parents, comme ils le trouvent gênant, alors qu'il n'a pas choisi, l'enferment dans cette deuxième horreur que va créer Dédale. Aujourd'hui, ça serait, vous voyez, des neuroleptiques. Bon, là, c'est un labyrinthe. C'est l'enferme pour qu'il ne soit pas gênant. Le voilà. Et lui, pourtant, va jouer le rôle qu'ils le font jouer, va porter ça. Tandis que Thésée, qui vient le tuer, oublie le serment fait à son père, puisqu'il brandira après la voile noire qui fera qu'Égée se suicidera de chagrin. Donc, alors même que celui qui nous est présenté comme le héros et le représentant de la modernité se défait des serments faits qui n'étaient pas si durs à tenir, brandir une voile blanche, enfin, lui, il est tout dans son amour d'Ariane qu'il va abandonner, rappelons-le aussi. Enfin, il n'arrête pas de se défaire de ce à quoi il a juré fidélité, Thésée, et pendant ce temps, le Minotaure endure jusqu'au bout son sort et le sort de ceux qui l'ont fait naître et qui lui ont imposé ce sort-là. Et donc, Léon, et pourtant c'est un être extrêmement violent, et Léon représente dans ce château labyrinthique ce Minotaure lui-même, cette espèce de folie de violente et vengeresse, tragique, de la victime qu'est le Minotaure, tout en faisant des victimes ceux qui l'entourent, sa famille, ses enfants, en se battant dès qu'il le peut. Justement, on va lire la bagarre, la fameuse bagarre. Ah oui, bah, si vous voulez, mais alors là, les gens qui me font le plaisir d'être là vont croire que c'est très violent, mais tout n'est pas violent comme ça. Non, il y a une bagarre. Jusqu'à présent, on n'a pas lu que des extraits violents. Vous savez, dans l'Aude, alors je crois qu'en Ariège, on a quand même beaucoup de points communs, mais dans l'Aude, par exemple, on ne dit pas qu'on fait des affaires, on dit qu'on fait des coups. Et alors, il y a des bagarres, quoi, un peu à la... Je voulais une bagarre un peu à la... Vous voyez, quand il y a tout le village dans Astérix et Obélix où tout le monde se bat, quoi. 85. Ah voilà, 85. Bon. Donc ça, ils sont à la coopérative agricole et alors ils se bagarrent. Donc Clémence, Pierre et Rachetouille ne voient d'abord que des bras. Ils arrivent comme ça soudainement au chapitre précédent à la salle parce qu'ils entendent des hurlements et ils comprennent bien que c'est lié à leur père. Ils ne voient d'abord que des bras, des poings, des jambes, des coups de poing vivants. Des pieds secoués dans la nasse, un bouillon de chair et de cris inarticulés. Les chaises volent, un paperboard, des stylobilles, une giclée de sang, et enfin les premiers visages, des trognes défoncées. Cardon est en train de tambouriner sur le plexus de Leterrier. Arnoux fait le moulinet. Le fils d'un est touché, il se tient les côtes. Saint-Hilaire lui envoie des rafales de coups de pied. Chazotte tourne le bras de Pujol. Cassagne travaille au sol escarré. Il lui administre des claques à la carotide, des tapes là où ça fait mal. Les gendarmes se sont jetés dans le tas.
L'un d'eux spécule sur son sifflet pour échapper à la mêlée. Fabre, les yeux exorbités, lui saute dessus. Un autre a osé sortir sa matraque. Tout de suite, il se fait ratatiner. Les 6 autres au milieu essaient de calmer le jeu. C'est bien avec aujourd'hui, là, ça va bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Jeannot est le seul à l'écart. Mais qui sont cons, répète-t-il, bordel, mais qui sont cons. Diane est de l'autre côté de la pièce. Le père Bonnour a décroché le buste de Marianne et l'a fendu sur la tête de Chalandard. Patrick et Lucie Figueras ne sont plus là. Comme elle ne les a pas croisés en entrant, qu'il n'y a qu'une seule porte, Clémence en conclut qu'ils se sont enfuis par la fenêtre. La scène devait être grotesque. Figueras, c'est le maire du village, en bras de chemise, avec dans le dos une cascade de transpiration en train de faire la courte échelle à Lucie en talons aiguilles. Pierre hésite à y aller. Clémence en a envie. Rachetouille, en revanche, est terrorisé. Soudain, un cri rauque couvre les autres. 3 vignerons s'envolent. Léon s'est redressé. Il a du sang sur le menton. Il frappe sans retenue, par crochet, en avançant. Il multiplie les coups de boule. Il piétine 2 lutteurs et donne une gifle, poing fermé, au camarade Saint-Hilaire. Pendant quelques secondes, la bagarre s'arrête. On se demande si Testaseca a tué le crypto-communiste. Mais Saint-Hilaire se relève et se rue sur le baron. La bagarre reprend de plus belle. Il y a de plus en plus de sang, des bras cassés, des chevilles. Ce qui avait l'air au départ d'un règlement de compte entre copains tourne au carnage. Les rancœurs remontent à la surface. L'œillade d'une femme au marché au Gras de Villefranche l'an dernier. Une clôture abîmée en 2018. Un après-midi d'enfance. Un fermage impayé. Un bestiau crevé. Une battue à laquelle on n'a pas été invité. Un chien anonymement empoisonné. On se brise des ardoises sur la gueule. Certains pleurent en se tenant les dents. D'autres se cognent avec la tête comme pour extirper au forceps un souvenir. Les os font des bruits d'œufs cassés. Mais qui sont cons, répète Jeannot, bordel de Dieu, mais qui sont cons. Léon est acculé contre un mur, le fils Chalandard le travaille au genou. Il essaie de se dégager, mais trop tard. Laclotte arrive de l'autre côté pour le rouer de coups. Pierre s'apprête à intervenir, son parrain le retient à temps. Surtout ne t'en mêle pas. Léon enfin se dégage, il bave, il attrape Laclotte par les cheveux. La scène est pathétique, le fils d'un pousse des cris stridents, il a mal, Clémence l'aide à se mettre à l'écart. Laclotte essaie de mordre Léon, qui s'échappe, rattrapé par Saint-Hilaire. Ils n'ont plus d'énergie, alors ils patouillent comme des lièvres malades, ils sont grotesques, ils sont vieux. Léon aussi. Clémence rejoint Diane de l'autre côté de la pièce. Au passage, elle met un chassé à Chalandard qui revenait vers le Minotaure et lui appuie sur la cheville jusqu'à ce qu'il gueule. Léon lui sourit, inondé de fierté. Pierre voudrait y aller pour qu'il lui sourie de la même façon. Mais Jeannot ne le laisse pas avancer. Petit, tu vas te faire démolir. Ça sent la sueur, le vin blanc de midi, les poils, l'œuf pourri, la bile. La bagarre se termine sans vainqueur. Les derniers coups sont distribués dans la guimauve. Les muscles ont flanché, les Spartiates flageolent. Obélix, le chien de Cassagne, se roule dans la crasse. Jeannot fait signe à ses hommes de regagner les camionnettes. Arnoux prend soin, avant de sortir, de baisser les stores de la salle communale. Saint-Hilaire s'est pété une dent. Il cherche le morceau près de l'entrée, au cas où un dentiste réussirait à le recoller, parce que sinon, ça va lui coûter bonbon. Voilà pour la bagarre de la salle communale. De la salle communale. Par contraste, juste quelques lignes pour parler de Diane. Donc, point de vue intérieur de sa femme. La nuit est descendue par les coursières d'escarpe et un chemin de ronde phosphorescent écroulé sous le lierre. Diane sirote un ballon d'Armagnac dans le salon au cerf, seule, en silence. Elle voudrait noyer dans l'alcool noble et sirupeux les pensées qui l'éreintent. Un courriel de relance de la banque au sujet d'un prêt à la consommation. Un formulaire à envoyer de toute urgence au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. La tour d'Éperon, au bout du rempart sud, absorbe les étoiles qui se sont aventurées trop près de sa gorge ouverte. Elle boit un deuxième, puis un troisième verre et, comme chaque fois que Léon n'est pas à ses côtés à la tombée de la nuit, elle finit par se dire que le château peut-être n'existe pas et qu'elle se réveillera demain dans une cabane démente, entourée de poupées de chiffon et de figurines en bois. J'aime bien ce contraste. Ouais, merci, oui, c'est important. Oui. Et on est sans cesse, justement, moi j'allais dire, je vous suis en effet, on sent bien que c'est presque de la BD, quoi. On le voit, enfin, dans les westerns, on en a des scènes comme ça. C'est drôle, en même temps, moi, finalement, ça me fait pas rire, parce que j'étais très proche de Diane, qui bien après cette scène, ose lui dire à son mari à un moment qu'elle a eu honte. Et ce petit mot a résonné, c'est-à-dire que voilà, comment on fait pour vivre à côté de quelqu'un dont on a honte? Quel est donc cet amour que ces deux-là entretiennent? Elle a honte, mais elle lui pardonne tout. On a c'est honte une aussi. sainte femme, alors. Oui, oui. Elle est, oui, parce que elle, c'est la seule dans cette histoire qui a quand même choisi. Elle a rejoint ça.
c'est sa nef des fous, quoi. C'est vrai que c'est peut-être c'est à la fois la plus lucide et la plus dingue, parce que c'est la convertie, c'est celle qui a choisi. Et donc, je voulais, par ces petits mots, justement, montrer que parfois, quand ça va trop loin, elle lui dit « j'ai eu honte », mais elle lui dit même pas « tu n'aurais pas dû le faire » ou « je t'en veux ». Elle lui dit simplement « j'ai eu honte », quoi. Ce qui est pire que si elle lui faisait un reproche, parce qu'elle constate quelque chose. Et il y a plus tard dans le roman un moment très important pour moi où juste, c'est pourtant une ligne, ils se prennent dans les bras. Et c'est vrai qu'on voit une relation c'est un vieux couple, et tout d'un coup ils se prennent on se dit il y a encore ça quand même, et c'est ça le château aussi. C'est peut-être ça d'abord qu'il faudrait préserver, c'est ça qui est encore là. Voilà, et en même temps on ne sait pas, justement. Je l'explique pas, je me l'explique pas, et donc je ne vous l'explique pas non plus. Mais je le mets en scène, je le montre. Oui, et puis c'est vrai que ça corrobore un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, si on précise, c'est plus les femmes qui apparaissent comme celles qui suivent, oui, presque plus encore, mais qui suivent le sillon quand même, en effet, qui est imposé de cette histoire, qui elle-même est héritée d'une autre histoire, etc. On sent bien, c'est-à-dire que la famille est à la fois, enfin en tout cas c'est une question que je peux vous poser, un trésor ou un fardeau. L'héritage, qu'est-ce que c'est que ça, l'héritage, en fait? Est-ce que parfois c'est pas beaucoup plus lourd, quoi? Est-ce que c'est pas trop lourd même? Ah oui, c'est les deux à la fois. C'est Don Quichotte en fait, c'est plus Don Quichotte que Cyrano. Non? Bah, vous savez que Cyrano se compare à Don Quichotte. Bon, alors on est d'accord. Il dit je suis semblable à cet hurluberlu. C'est ça. Pour moi, c'est plus ça, les moulins à vent. C'est-à-dire que on sent bien qu'il y a quelque chose est impossible à partir du moment en plus où l'administration, tout est contre eux. La nature qui se réveille, l'administration qui veut les expulser, les amis qui n'en sont plus, les voisins, les villageois, tout est contre eux. Donc, et eux, ils décident vraiment comme Don Quichotte, hein, sauf qu'ils sont 4, non, malgré tout, d'aller au combat, et ils y vont vraiment. Bon. Oui, pour moi, c'est très proche de Don Quichotte. Et si je vous dis, vous allez sûrement reconnaître la phrase, « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi ». C'est la phrase d'un de mes auteurs fétiches qui s'appelle Lampedusa. Et ceux qui n'ont pas lu le livre ont peut-être au moins vu le film Il Gattopardo, le guépard, où dans le jeune prince Tancrède, qui était joué par Alain Delon, le film est à la hauteur du livre, ce qui est rare, de Visconti, et il dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et c'est tout un livre sur ça, et justement, figurez-vous que le vrai nom de famille des princes Salina du roman Le Guépard de Lampedusa, leur vrai nom, puisqu'ils ont existé à Caltanissetta, c'est Testa Seca. Et leur chien, dans le roman du Guépard, s'appelle Bendico. C'est pour ça que mon chien s'appelle Bendico, à cause d'une phrase de Rigoletto, Rigo bendicore, je ris de tout mon cœur. Et donc c'est le Bendico qui donne le nom du chien. Et vous voyez, malgré ça, donc il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est quand même ça l'histoire de ce roman-là. Et vous voyez, quand vous disiez juste avant que tout est contre eux, pour moi c'est très important. C'est comme ça que j'écris. Chacun de mes romans a ça aussi en commun. Dès le départ, les personnages principaux n'ont aucune chance de s'en sortir. Et je veux que le lecteur le sente tout de suite, que c'est intenable. Comme dans une tragédie. C'est-à-dire que dans la tragédie, on sait que ça va mal se finir. D'ailleurs, tragos oida, en grec, la tragédie, ça veut dire le chant du bouc émissaire. C'est-à-dire, on sait que le bouc émissaire va être sacrifié, et on le laisse chanter et se battre et mourir avec honneur. C'est ça la tragédie. Et c'est écrit en 5 actes, là j'ai vraiment pensé comme ça, je veux que justement tout soit contre eux, quoi, et que malgré ça, ils se battent en disant, en se battant, on donne un sens à notre vie qu'elle n'aurait pas s'il n'y avait pas bagarre, justement. Et donc certains combats ont un sens. Et c'est l'idée là, c'est pas de gagner le combat, mais c'est de donner un sens à sa vie en le perdant, quoi. Vous avez des commentaires, des questions? Des combats. Des combats. Personne.
Alors, on va peut-être lire un autre extrait. Je veux bien que vous puissiez lire celui où justement... C'est juste que par rapport à ce que vous avez présenté au début, je trouve qu'on est tellement loin de vos souvenirs de vacances d'enfants. Enfin, bon, moi, j'ai pas du tout lu le livre, donc, mais c'est marrant, c'est très très loin, quoi. Je me demande si c'est ça que vous avez vécu comme enfant aussi. Et non. Parce que c'est tellement... Oui, mais parce qu'il y a un côté quand même Don Quichotesque dans leurs histoires. Ils vont chercher de l'or, par exemple, en se disant que ça va résoudre le problème du château. Donc ils cherchent, dans les Corbières, comme dans tous les lieux où les gens n'ont pas du tout ni d'argent ni de travail, enfin, les Corbières, c'est quand même vraiment le cas, ils cherchent un trésor, quoi. Tout le monde croit dans les Corbières depuis des siècles qu'il y a de l'or. Il y a le trésor des Visigoths, il y a le trésor du sac de Rome, il y a de l'or, il y a l'orbiel qui coule. On cherche de l'or. Et ils croient que ça... Donc ils cherchent ça. Et malgré tout, j'ai vécu une enfance plutôt heureuse, mais dans ces vacances, il y avait quelque chose de très... J'ai quand même toujours senti dans mon enfance que ça passerait, que ça allait passer. Et j'avais ce sentiment hautement tragique de l'enfance en me disant... On en profite, on se régale, mais un jour, on sera plus avec ses parents. Les parents ne sont plus là, les frères et sœurs ne seront plus là, les cousins ne seront plus là, cette maison ne sera pas là, parce qu'on le voit, les générations précédentes qui eux-mêmes n'ont plus ça, et on sent que, et sans que ce soit un sentiment qui m'empêchait de vivre, au contraire, j'en faisais quelque chose. La preuve, c'était un sentiment qui était fort en moi, quoi, et que je voulais. Donc, quand j'ai dit je voulais transmettre cette chose-là de l'enfance, l'enfance, ça veut pas dire le côté naïf de l'enfance. C'était, je veux l'enfance comme elle est, avec ses peurs aussi, avec son angoisse, avec son sentiment. Vous voyez, La gloire de mon père ou Le château de ma mère ou même les romans de Giono qui sont empreints d'enfance sont durs aussi, sont très durs. Il y a des passages très durs d'angoisse devant l'orage, devant l'incendie, devant les autres. Et d'ailleurs, tout se termine dans la Première Guerre mondiale où tout le monde meurt. Enfin, c'est terrible la fin du château de ma mère. Et donc c'est l'enfance de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de très beau, de lumineux et aussi de tragique. Et d'ailleurs, pour répondre à la tragédie, vous avez écrit un roman en 5 actes. Oui, c'était... Le... Et vous voyez, sur les enfants, parce que ça m'obsède un peu cette histoire de l'enfance, mon roman précédent se passe pendant la guerre civile du Cambodge, donc entre 69 et 75, la guerre qu'ont gagnée les Khmers rouges, avant les Khmers rouges en réalité. Et c'est un enfant qui cherche ses parents dans la forêt, puis dans Phnom Penh assiégé. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant à cette obsession que j'avais à chaque fois avec des enfants, que presque toutes les histoires mythiques racontent des enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Oedipe est abandonné par ses parents. Antigone, après, sera abandonnée par Oedipe. Vous prenez, je sais pas, dans les histoires qu'adorent les enfants, on leur raconte que ça. Peter Pan, c'est les histoires d'enfants perdus. Les histoires, vous voyez, le sacrifice d'Isaac par Abraham dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, évidemment, le moment où le Christ dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le sentiment d'abandon. Vous allez chez les bouddhistes, dans ce qu'on appelle le Bouddha Gautama, le Bouddha abandonne ses enfants à un moment, ayant décidé d'être particulièrement généreux, il va jusqu'à donner ses enfants à quelqu'un qui les lui demande pour en faire des esclaves. Histoire étonnante. Enfin, mais ça raconte ça. On a partout des histoires d'enfants qui se sentent abandonnés. La littérature en est plein. Proust, hein. La recherche du temps perdu commence par Proust qui ne veut pas que sa mère sorte de la chambre parce qu'il va être seul dans la chambre et qu'il aura peur. Et la littérature de Proust entière, toute cette recherche du temps perdu commence par « Maman, ne sors pas de la chambre. Je t'en supplie. Sinon, tu m'abandonnes. » Et donc, pour moi, ce sentiment-là, non seulement c'est ça que je travaille comme matière dans mes romans, mais en plus, je pense qu'il y a quelque chose là de fondamental dans l'histoire même de la littérature, de l'objet littéraire, quoi, qui justifie... que je continue à y travailler. On va faire un petit tour dans le château quand même. On va lire un extrait qui se passe au moment où Clémence, donc la fille, et son ami Rachetouille, je crois qu'il s'appelle pas comme ça, mais c'est son surnom. Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Charles. Charles, tout simplement.
Elle l'emmène dans le château. Apparemment, le château est très très grand. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez sur justement cet endroit de l'enfance. Rachtouille n'a jamais visité tout le château. Apparemment, le château cache justement des couloirs interminables, des pièces hallucinantes. Donc, je vous lis un petit extrait. Clémence et Rachtouille empruntent encore plusieurs couloirs, passent une succession de chambres et d'antichambres et arrivent à une rotonde tendue de velours rouge avec prie-dieu, tabernacle béant, chandelier, encensoir, reliquaire, lagon de cire sur le velours et les marbres, une chapelle secrète. Puis ils poussent la porte d'un salon haussmannien orné d'un papier peint panoramique, les rives de l'Hindoustan. Idoles, vaches de pierre, chameaux harnachés de selles à freluches, palétuviers, perroquets disproportionnés. L'humidité y a ajouté ses reliefs, que le faisceau de la torche électrique anime, tout se déplace, renaît. Un pêcheur tient un filet entre deux cannes de bambou. En les voyant, Rachtouille a l'impression de les entendre craquer. Au bord de l'eau, où se reflètent les égouttements du soleil, un temple déploie ses balustrades décorées d'artichauts de cristal et de lions de Némée. Au loin, on aperçoit des falaises, des stupas de grès, des dômes de platine. Clémence révèle à Rachtouille qu'il s'agit de la chambre d'un fils de Clodomir, devenu diplomate sous la Troisième République, d'où la présence des vasques orientales, des verroteries perses et des paravents chinois à 4 feuilles incrustées d'osselets. Rachtouille jurerait que derrière chaque pièce du château s'en cachent 10 autres. Il ne voudrait jamais plus en sortir, vivre dans ses chambres et ses couloirs avec Clémence sur les rives éternelles de l'Hindoustan. Donc Rachtouille, c'est quand même, voilà, elle met du temps peut-être à accepter cet amour d'ailleurs, mais en tout cas on va pas tout révéler, mais il y a une très, très belle histoire. C'est vraiment son fidèle ami, on peut dire ça comme ça. C'est un ami véritable, qui la suit partout, il l'aime infiniment, mais il l'aide, il l'aime, enfin il l'aime parce qu'il est là, il est complètement là, ce Rachtouille. Oui, là vous avez décrit quand même vous avez une bonne radiographie de mon cerveau. Et justement, la mémoire, je voulais que ce château, c'est ça, cette impression d'infini, c'est ces souvenirs derrière les portes. Quand on tire sur la ficelle d'un souvenir, d'autres se déploient, on se rappelle d'histoires qu'on nous a racontées, on ne sait plus si elles sont arrivées à d'autres ou à nous-mêmes. Je joue beaucoup avec ça. Hein. Le château est volontairement irreprésentable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas le dessiner. Mes descriptions, si vous les mettez bout à bout et que vous essayez de comprendre comment ils fonctionnent, vous n'y arriverez pas. Parce que ça représente plutôt voilà, c'est une incarnation de mon délire personnel plutôt qu'une quelconque topographie possible. C'est un plaisir fou pour vous à avoir écrit ces passages. Là, je vous ai lu la dernière partie d'un chapitre assez long qui vraiment vous fait entrer dans le château et vous le fait visiter. Et c'est extrêmement fouillé. Enfin, vous êtes passionné d'Antiquité aussi, ou vous avez fait Je peux peut-être le compléter par oui. la description extérieure du château. Oui. Donc, là, on voit le château est ceinturé de remparts de 10 mètres de haut, coiffé de machicoulis et de créneaux, à l'aplomb desquels s'élève une forêt de tours aux proportions maladroites. Rien ici n'a été construit pour l'agrément. Morafé est un fort d'arrêt immense, mais sec et cabossé, bouclier du fond des âges, où les rois avaient pris jadis l'habitude d'envoyer en garnison leurs généraux les plus fidèles et leurs sujets les plus récalcitrants. Chaque demi-siècle y a ajouté son épisode. Une coursière béante, une chapelle, un arrière-corps de marbre, une nef ou un module défensif sous les corniches de pitch peint. Ainsi, l'édifice a-t-il collectionné des gestes architecturaux réputés inconciliables, et il s'est épanoui à flanc de colline comme une fleur dégénérée. Le château aujourd'hui est en piteux état. Des poutrelles de chantier doublent les arcs-boutants dont la pierre harassée par le soleil est jaunâtre et poreuse. En de nombreux endroits, les reprises au ciment font des taches claires, et à quelques mètres de l'entrée sud, un pilastre surnommé l'ancienne colonne est effondré. Les machicoulis sont pleins d'eau. Des bâches bleues pendent sur les banquettes d'infanterie comme les paupières d'un boxeur, suturées au fil de fer et au chatterton. Sur la façade nord, une série d'anneaux d'acier cliquettent par grand vent, et personne ne peut dire à quoi ces anneaux ont servi, ni même s'ils ont servi un jour. 40 hectares de vignes font au château une traîne de mariés, tantôt d'émeraude,
tantôt de rubis ou d'or mat, transmués dans l'hiver en mantilles de veuve. Au sud et à l'est, les corbières enfoncent leurs racines de granit dans les traces d'un océan paléolithique et dans les souvenirs calcifiés d'une époque pas si lointaine où la neige tombait à Noël sur les pâtis des plateaux. Plusieurs chemins de sangliers s'évadent au milieu des chênes trapus, des cormiers, des arbres aux fraises et des genêts. Les clairières et les trous d'eau créent des ouvertures dans la forêt. Un cèdre aux branches colossales projette sur les remparts des ombres géométriques, susceptibles de changer en quelques secondes à la fois de forme et de texture, au point qu'il semble dans ces parages que la lumière est volontaire. Une petite idée du château dedans dehors. Ah oui, c'est un bon château qui s'écroule, oui. C'est ça, comme la famille aussi quelque part. Non, Oui, c'est ça. En tout cas, que tout menace, quoi. Donc là, on a une sorte de moment X qui est lié vraiment à une forme de transition. Il y a vraiment le monde passé et le nouveau qui devrait advenir, en tout cas. Là, on a un héritage qui est pas forcément ensuite lié à la chose, à la terre, à la chose matérielle, en tout cas. Ça sera les personnages, en tout cas, qui resteront là à la fin, auront affaire avec un autre type d'héritage. Oui, et en même temps, ça représente, je vous dis, le château qui n'existe pas représente ce que, quand on a un socle encombrant, justement, les gens, vous voyez, vous qui êtes une personne de théâtre, par exemple, Claudel, quand il s'est fait enterrer, il a écrit sur sa tombe « 6J Paul Claudel et sa semence ». Je trouve absolument extraordinaire. Il devait être très gênant. Par exemple, Claudel, ça pourrait être un bon château fort. C'est pour ceux qui sont nés dans sa famille, ses enfants, avoir comme père Claudel, ça devait quand même être sacrément encombrant, vous voyez. Et c'est un peu ça l'idée de ce château-là, c'est qu'ils sont nés dans un lieu qui est oppressant, qui est sec et dur, et en plus, qui vient d'un autre monde. Il n'est pas anti-moderne du tout, mais il n'est pas non plus moderne pour un sou. Il est à côté du monde, à côté du temps, à côté de l'espace, comme j'ai l'impression parfois moi-même un peu d'être, alors que je ne suis pas du tout contre, hein, mais je ne suis pas non plus avec. Et donc je me sens encombré aussi de tous ces mots qui me traversent, et donc je les jette comme ça dans mon livre. Oui, et puis sous des multiples formes. Comment vous élaborez un livre comme ça? C'est-à-dire, au début, vous avez tous les éléments, ou c'est des espèces de flashs comme ça qui se rajoutent parce que ça a l'air, il y a tellement de choses, tellement d'imaginaire. Alors, je pars d'un décor, enfin d'un lieu, donc, de personnages qui ont des psychologies propres et qui ne sont pas des types, pas le type de l'égoïste ou le type de vous voyez, j'essaye d'avoir des personnages comme si je rencontrais quelqu'un, mais en réalité je le façonne. Et ensuite, je cherche une histoire avec toujours ça dans l'histoire, qu'il faut qu'ils aient aucune chance. Donc, je pars de ce point-là et je me dis, qu'est-ce qui va se passer puisqu'ils n'ont aucune chance, comment ils vont faire? Donc moi-même, je me mets dans cet état-là d'inquiétude avec eux. Et là, après, j'écris au kilomètre. C'est-à-dire, j'écris vraiment des choses très, très longues, sans me freiner de rien. Et après, je reprends tout. Là, je le mets sur l'établi en disant qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde rien? Est-ce que je garde ce morceau? Parfois, pour 10 pages, il m'en reste une demi-phrase. Mais là, après, avec mon buisson, je le taille pour qu'il soit présentable, quoi. Et sur combien de temps, par exemple? Ça dépend vraiment. Le précédent, là, j'ai mis 13 ans à l'écrire. Je l'ai raté 5 fois. Et celui-là, mais j'étais aussi fort de l'expérience du précédent qui m'a beaucoup appris techniquement. Et donc, celui-là, ça a été plus rapide, 1 an et demi. Puis, bon, il y a eu cet moment étrange qui a été le confinement. J'ai écrit, c'est mon roman de confinement. Vous voyez, donc pendant le confinement, j'étais quand même en train de délirer pas mal, mais ce qui a permis d'accélérer quand même largement le flux. Parce que ma vie est devenue étrangement simple à ce moment-là, parce que je n'étais pas médecin. Parce que pour certains, elle est devenue très difficile et compliquée. Pour moi, elle est devenue du jour au lendemain bizarre et simple. Donc j'ai écrit ça, voilà. Il y a d'autres réactions, ou commentaires, ou questions? Oui. Est-ce que c'est un livre que peuvent lire les enfants? Oui, je pense, oui. Les adolescents, peut-être. Oui. Il y a
Non, il n'y a pas de. Oui, un petit en tout côté cas, plutôt bibliothèque celui-là verte, que les autres, non. Les miens, le précédent, c'est quand même pour les adultes. Parce que c'est la guerre, que c'est dur. Mais celui-là, je pense qu'il y a quand même cet esprit-là qui peut aller à des adolescents, ouais, j'espère. Complètement. D'autres questions? Oui, là-bas. C'est plus une remarque qu'une question. Ce que je trouve assez extraordinaire dans le roman, c'est que les personnages sont assez peu caractérisés. Enfin, vous ne les décrivez pas, enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Et donc on projette personnellement la vision que l'on a du personnage. C'est effectivement Clémence, etc. Ils ont des noms et vous en dites pas forcément plus. Et ça, je trouve ça très, 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 très riche. Voilà. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Alors là, on est vraiment sur les discussions techniques, mais je fais toujours exactement comme ça. C'est-à-dire d'abord, moi-même, quand je lis des romans qui me plaisent, les personnages, j'ai l'impression que c'est moi qui les caractérise en tant que lecteur. Et mon ennemi absolu dans l'écriture, c'est justement ce que je disais, le type. Et si on le caractérise trop, si je vous présente quelqu'un, avant que vous rencontriez quelqu'un, avant de vous le présenter, je vous dis, alors, je vais te présenter quelqu'un, je vais te dire, il est comme ci, comme ça, comme ça. Je vous le décris physiquement, après je vous décris son caractère. Je vous dis, ah, il est très volubile. Après, il va arriver, vous allez me dire, mais il n'est pas du tout comme tu me l'avais décrit. Parce qu'en fait, ça marche pas. Les gens sont toujours pleins de surprises. On le voit. Les gens qu'on a l'impression de connaître par cœur autour de nous, dans notre famille, nos enfants, nos parents, avec qui on a passé tant d'heures, ils nous surprennent toujours. Parfois, ils ont des réactions. On se dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Donc, on est toujours surpris. Ils ne sont jamais fidèles au cadre qu'on leur donnerait si on nous obligeait à leur en donner un. On disait, décris-le-moi, toi qui le connais si bien. Ils sont jamais exactement comme ça. Et donc, comme je veux surtout pas que ces personnages que j'invente complètement aient l'air à un moment de servir un propos qui serait moral et donc d'incarner un adjectif, voilà l'égoïste, voilà le courageux, je veux surtout pas ça, je me méfie beaucoup et donc je suis un peu en retrait, donc je gomme là au moment où je taille pas mal la caractéristique pour que les personnages on les voit venir par l'action, qu'on les voit être et qu'on s'en fasse une idée qui parfois, vous voyez, les gens disent j'ai beaucoup aimé ce personnage et d'autres disent moi je l'ai détesté. Ça n'est possible ça que si on caractérise assez peu en réalité. Si je caractérise trop, je vais vous dire celui-là aimez-le parce que moi je l'aime et celui-là détestez-le parce qu'il est détestable. Je veux pas trop ça. Voilà donc merci de... Effectivement, ça va jusqu'à des détails. Je ne sais pas si elle est blonde ou brune, Clémence. J'arrive pas à... Alors ça je le dis quand même au début, mais c'est bien que vous l'ayez oublié, oui. Non, mais tant mieux que vous l'ayez... Ouais. Alors pour finir, on va faire un grand écart, parce que vous avez compris, comme je disais au départ, que Guillaume Cyr écrit un peu sous toutes les formes et dans tous les genres. Et on va aller du côté de la poésie, et on va entendre un poème. Donc, le Sagard et le Bedeau. Tous les matins, Octave allait à l'entrepôt. Il retrouvait François, au bout de l'avenue du Général de Gaulle, il retrouvait François, un ami du boulot, et ils marchaient tous deux, épaule contre épaule. S'ils étaient en avance, ils prenaient un café au bar Les Trois Cailloux, dont le patron offrait un expresso suave et un très bon croissant à chaque ouvrier pour 1 euro seulement. Puis Octave et François reprenaient leur chemin à pied dans la banlieue. Ils remontaient la rue Sainte-Marie-du-Var où un clocher sans teint s'adressait avec peine à la noirceur des nues. À chaque fois, Octave entrait dans la chapelle. Il murmurait un mot en regardant l'autel, puis sortait aussitôt pour rejoindre François et aller à l'usine où il sciait du bois. Un prieur remarqua l'étrange individu qui entrait et sortait dans la maison de Dieu sans jamais s'adonner aux signes convenus, comme s'il était là dans un tout autre lieu. Le prieur demanda « Sais-tu donc où tu es ?»« Chez la Vierge Marie, répondit Octave, amusé par le ton du bedeau. Je la salue, et hop, je m'en vais au boulot. Et tu veux que je croie que tu ne voles rien ? Que la mère du Christ est pour toi une amie ? Oh, crois ce que tu voudras, je m'en contrefous bien, il est l'heure pour moi d'aller user ma scie. Ce manège dura un peu plus de 20 ans. À chaque fois, Octave entrait un court instant dans le lieu consacré pour saluer Marie, tandis que le prieur le traitait en impie. La vieillesse courba le dos de l'ouvrier.
Le mal de Parkinson vint obscurcir sa vie. Un mauvais mouvement planta dans son mollet bien trop profondément la lame de sa scie. Ne voyant plus l'impie venir chaque matin, le prieur s'inquiéta et demanda au saint « Pourquoi ne vient-il plus ? Où est le vieil Octave ? Il doit s'être passé quelque chose de grave. » Après 1 mois complet, le prieur décida qu'il devait s'informer. Il ouvrit l'annuaire à la page Syrie, puis il téléphona à l'employeur d'Octave, un certain monsieur Clair. « Un ami ? Ça alors ? J'étais prêt à jurer qu'il n'en avait aucun et n'en aurait jamais. » « Vous ne savez donc pas ? Un horrible accident. Il est à l'hôpital, amputé et mourant. » Le prieur fut choqué d'apprendre la nouvelle. Il pensa au Sagar, seul sur son lit de mort, refusant de partir, hanté par l'Éternel, maudissant 1000 fois l'ironie de son sort. Alors il décida, dans un élan chrétien, d'accompagner celui qu'il estimait païen, lors des derniers moments de sa vie de labeur, et lui tenir la main lorsque viendrait son heure. Mais quelle ne fut pas sa surprise en trouvant Octave, qui riait sur son lit d'hôpital comme un petit enfant qui n'aurait pas compris ce que c'est d'avoir mal. Et moi qui te croyais dans un bien triste état, toi qui, dans peu de temps, va faire le grand pas, comment peux-tu être aussi à l'aise et content tout seul dans cette chambre, abandonné des gens ? Pourquoi le contraire ? J'ai apprécié ma vie. Elle était simple et belle, ainsi que je voulais. Elle avait la couleur du ciel dans le midi et le parfum soyeux des fleurs au mois de mai. Vous posez des questions. Vous vous méfiez de moi. Vous voudriez que je pleure et que je m'apitoie. Laissez-moi être heureux et partir joie au cœur. C'est parce que j'ai vécu qu'aujourd'hui je meurs. Et vous devez savoir, je ne suis pas si seul. François vient le dimanche avec du vin rosé et nous trinquons à la santé de mes aïeuls que dans très peu de jours je m'en vais retrouver. Et puis, chaque matin, la Vierge me visite. Elle me dit « Bonjour » et repart assez vite s'occuper de tous ceux qui ont besoin d'amis. Et que lui réponds-tu ? Je vous salue, Marie. Voilà. Merci. C'est aussi un autre exemple de l'écriture de Guillaume Cyr. Vous allez pouvoir retrouver les livres de Guillaume Cyr sur le stand de la librairie Sur majuscule et sur une musique qui est une des musiques que Monsieur Cyr aime bien écouter, qui s'appelle Take 5. Décidément, on est sous le chiffre 5 aujourd'hui, 5 actes. Take 5, ça voulait dire prends 5 minutes, ou en tout cas c'est en 5 temps. C'est un morceau qui a été composé par Paul Desmond pour le Dave Brubeck Quartet. Merci beaucoup. Merci.